et sa version définitive. Quand la veuve de Eliot publia un fac-similé du manuscrit de La Terre vaine, le monde littéraire découvrit tout ce que la version définitive du célèbre poème devait à la première femme d'Eliot, Viviane, et à son ami Ezra Pound. À eux deux, ils avaient radicalement transformé le poème. Les modifications qu'ils avaient apportées accentuaient considérablement le côté moderne, et certains des aspects les plus novateurs de cette œuvre appelaient à exercer une grande influence. La quatrième partie, La mort par l'eau, comprenait à l'origine plus de 90 vers dans une veine classique. Pound, qui ne la trouvait pas bonne, l'élagua au point de n'en conserver que les 10 derniers vers. Dès lors, ce passage, qui commençait abruptement par Phlébas le Phénicien, mort depuis 2 semaines, devenait plus difficile à pénétrer, et son ton éminemment moderne exigeait une plus grande participation du lecteur. Sur le moment, Eliot fut décontenancé par les réactions de Pound. Il lui écrivit « Peut-être qu'il faudrait aussi supprimer Phlébas ». Mais son ami répondit « Surtout, je te conseille de garder Phlébas. Mieux, il est absolument indispensable là où il est, qu'il y reste. » Correspondance citée par Valérie Eliot. Et Phlébas resta. La mise au point de ce texte ne se limita pas à des coupes et des retouches superficielles. La deuxième partie, un jeu d'échecs, comprend un dialogue où une femme de 31 ans se plaint d'avoir plus d'enfants qu'elle n'en aurait voulu, parce que Albert ne la laisse pas tranquille. Dans une première version, une réplique du partenaire expliquait ainsi sa situation. « Tu voulais le garder à la maison, sans doute. » Viviane Eliot la remplaça par « Pourquoi te marier si tu ne voulais pas avoir d'enfants ?» Eliot raya le mot « avoir », mais conserva la phrase écrite par sa femme qui changeait toute la tonalité du passage. Le poète Robinson Jeffers eut une longue et étroite collaboration avec Sax Commins, qui travaillait pour la maison d'édition Random House. Et sur les propositions de ce dernier, il a noblement modifié nombre de ses œuvres, dans la forme comme sur le fond. Son long poème de Double X contenait à l'origine des attaques virulentes contre Roosevelt et Truman. Commins les trouva injurieuses et de nature à indisposer les lecteurs. Il conseilla donc à Jeffers de reprendre les passages les plus agressifs. Quand il reçut la version remaniée, il écrivit à Jeffers pour exprimer certaines réserves. « Bien sûr, j'ai remarqué tous les changements que tu as faits, et ce sont presque toujours d'énormes améliorations. Mais il y en a deux qui ne m'ont pas tout à fait convaincu. Je pense à la page 25 où tu as remplacé « pour flatter la vanité d'un paralytique » et bâtir des fortunes douteuses par « pour flatter les appétits de pouvoir d'un paralysé et bâtir des fortunes douteuses ». Ça ne change pas grand-chose. Est-ce que tu serais d'accord pour faire une autre retouche, ce qui donnerait « pour flatter les appétits de pouvoir et bâtir des fortunes douteuses ». Lettre du 12 février 1948. À quoi Jeffers répondit « Si tu y tiens, il n'y a qu'à mettre « pour flatter les appétits de pouvoir d'un politicien au lieu d'un paralysé ». Gageons que tu protestes chaque fois que tu trouves une allusion à l'épilepsie de César, ou à celle de Dostoïevski, même si elle a marqué son génie, tout comme la paralysie de Roosevelt a marqué son caractère, et pourrait excuser dans une certaine mesure son caractère. C'est pour cela que j'en ai parlé. Lettre du 19 février 1948. Dans le même ordre d'idées, Jeffers accepta de remplacer un petit Truman par Harry Truman, Commins. Maxwell Perkins, directeur littéraire chez Scribner's, a mis en forme les romans qui ont fait la célébrité de Thomas Wolfe. L'écrivain lui donnait des boîtes contenant les feuillets d'un premier jet, et Perkins coupait et agençait le texte avant la publication. Tous ces exemples illustrent le travail de mise au point d'une œuvre dans un domaine où il est particulièrement évident, c'est-à-dire l'édition. Un éditeur, un correcteur, des amis, des parents ou des collègues de l'auteur prennent des décisions ou donnent des conseils qui aboutissent à la version définitive de l'œuvre. Il ajoute ici « retranche-la », modifie une formulation, restructure des passages entiers. Tous ces remaniements donnent à l'œuvre son aspect définitif. Mais l'édition n'est pas le seul domaine où des tiers contribuent à déterminer le caractère de l'œuvre telle qu'elle sera présentée au public. Tous les participants au réseau de coopération qui produit l'œuvre jouent un rôle analogue. Si on généralise ce schéma en tenant compte de toutes les personnes qui interviennent à différents stades de l'élaboration de l'œuvre, on peut comprendre comment les mondes de l'art influent sur l'aspect final des œuvres de leurs membres. Au vrai,
on s'aperçoit qu'il n'est pas excessif de dire que c'est le monde de l'art plutôt que l'artiste lui-même qui réalise l'œuvre. Les choix. Les choses, c'est clair, me semble-t-il, si on part de l'idée qu'une œuvre d'art doit sa forme définitive aux choix successifs, importants et minimes, que l'artiste et d'autres effectuent jusqu'au dernier moment. Dois-je appuyer tout de suite sur le déclencheur de mon appareil photo ou attendre encore un peu? Dois-je piquer la prochaine note ou la lier? Dois-je mettre une touche de bleu ici ou du vert? Ou rien du tout? L'œuvre prend forme à mesure que s'opèrent ses choix. Mettons que j'entreprenne un reportage photographique sur le mode de vie et la culture de la communauté italienne de San Francisco. Comme la plupart des photographes contemporains qui préparent un travail documentaire ou mènent une recherche plus abstraite, j'accumulerai les prises de vue. Pour chaque cliché, j'aurai à choisir entre de multiples possibilités. Je peux décider de centrer mon reportage sur des portraits de personnes âgées, si j'estime par exemple que les gros plans de leur visage expriment l'essence de leur culture. Ou je peux décider de photographier des manifestations traditionnelles, telles que le défilé du 12 octobre, date anniversaire de la découverte de l'Amérique par Colomb, ou la bénédiction de la flotte de pêche, Becker. Je peux encore préférer les institutions locales, comme les cafés, les restaurants, les épiceries et les églises du quartier italien. Dans tous les cas, il me restera à choisir les objectifs, les pellicules, les accessoires éventuels et les moments de la journée, ainsi que les personnes et les endroits précis à photographier. Après quoi, je prendrai plusieurs clichés de chaque sujet retenu, en insistant sur ceux qui me semblent les plus caractéristiques de ce quartier. Je ferai varier les angles de vue et les cadrages en espérant qu'un changement fugitif dans l'expression des modèles, dans leur attitude ou dans l'atmosphère générale, produira un effet intéressant. Ainsi, je peux utiliser une vingtaine de pellicules de 36 vues en une seule journée de travail intensif. Je peux consacrer un jour, 3 mois, un an ou plus à ce projet. Mais avant de présenter mon travail sous forme de livre, de reportage dans une revue ou d'exposition, j'éliminerai beaucoup d'images. Même si j'obtiens 30 000 clichés utilisables, je n'en conserverai que 30 à 40 pour une exposition et peut-être une centaine pour un album. Je tirerai des planches contact qui me permettront d'examiner toutes les images et je ferai un premier tri. Puis j'essaierai d'organiser les images en séquence après en avoir éliminé ou ajouté au besoin. Je devrais peut-être modifier mes choix quand je connaîtrai les conditions exactes d'exposition ou le format du livre par exemple. Eugene Smith a publié son reportage sur un village de pêcheurs japonais victime de la pollution industrielle, Minamata, dans une revue en 1974 et sous forme d'album en 1975, ce qui permet de comparer les choix de l'artiste pour ces deux modes de présentation. Encore n'ai-je évoqué que quelques-uns des choix opérés dans le cadre de ce projet. Cela permet tout de même de montrer comment une œuvre achevée, en l'occurrence une exposition ou un album de photographie, procède en réalité d'un éventail de possibilités beaucoup plus considérable. Certaines de ces possibilités ne se concrétisent que parce que l'artiste les a écartées d'emblée. D'autres en restent au stade du négatif ou de la planche contact. Et parmi celles qui font l'objet d'un tirage sur papier, la plupart seront encore éliminées au cours des tris successifs. Mais toutes ces possibilités existaient au départ et certaines subsistent sous les espèces de négatifs ou des preuves que le photographe pourra peut-être utiliser à une autre occasion. On retrouve un processus analogue dans toutes les formes d'art. Les artistes choisissent parmi une multiplicité de sujets, de matériaux, de formats, de styles, etc. Ils peuvent opter pour une possibilité qu'ils n'ont pas retenue dans une version précédente d'une même œuvre, ou exécuter une œuvre d'une certaine façon et adopter une autre démarche à la fois suivante. Certains choix deviennent automatiques, certains se concrétisent dans des objets durables, d'autres se traduisent par des œuvres éphémères qui céderont la place à de nouvelles variantes. Mais à présenter ainsi la succession des choix qui aboutissent à l'œuvre d'art, j'ai simplifié les choses à l'excès, car l'artiste n'est pas tout seul, comme je l'ai déjà démontré. Un grand nombre de personnes participent à cette division du travail, qui recouvre la notion de monde de l'art. Leur choix, à chaque étape de l'élaboration de l'œuvre, et ce que l'artiste sait de leurs critères et de leurs préférences probables, constitue le truchement par lequel la participation à un monde de l'art influe sur les activités de l'artiste et sur les caractéristiques de ses œuvres. J'ai simplifié un autre aspect de la question, aussi en évoquant seulement les choix opérés pendant l'intervalle de temps qui sépare l'idée du projet et la présentation du produit fini, celui que l'artiste est prêt à trouver digne de son génie, pour reprendre l'expression employée par le juge dans l'affaire Rouault-Vollard. Aux agents du système de distribution, en réalité,
Comme nous allons le voir plus précisément dans la suite de ce chapitre, des choix secondaires interviennent sur une plus longue durée. Les mondes de l'art exercent par le biais de tous les autres participants une influence sur les œuvres qui ne prend pas fin avec la mort de l'artiste. Tous ces choix, opérés par un si grand nombre de participants pendant la durée d'existence de l'œuvre, permettent d'affirmer que ce sont les mondes de l'art, plutôt que les artistes, qui font les œuvres. Le moment du choix décisif. J'ai observé dans le premier chapitre que si un grand nombre de personnes coopèrent à la réalisation des œuvres d'art, les mondes de l'art et les sociétés dans lesquelles ils s'inscrivent n'accordent ordinairement le titre honorifique d'artiste qu'à quelques participants, ceux dont les choix comptent vraiment, dont les actions révèlent un talent particulier et dont la réputation dépend directement de l'accueil réservé aux œuvres. Ce point de vue se justifie dans la mesure où les artistes opèrent habituellement la plupart des choix et où, sachant qu'ils seront félicités ou critiqués pour le résultat obtenu, ils choisissent plus soigneusement que les participants anonymes. Cela posé, nous pouvons commencer à examiner la façon dont les mondes de l'art infléchissent les choix des participants et partant l'orientation générale des œuvres, en même temps que le travail des artistes. Nous verrons alors que c'est une conséquence de l'acceptation des contraintes du monde de l'art. Centrons cette description forcément conjecturale sur les moments véritables du choix, que nous appellerons les moments des choix décisifs dans la mise en forme des œuvres. Imaginons un instant que chaque détail de l'œuvre achevée résulte des choix réfléchis d'une seule et même personne, en principe l'artiste, et oublions les choix effectués par tous ceux qui n'agissent pas en qualité d'artistes. Oublions aussi le fait que les artistes ne méditent pas chacun de leurs choix. Si les musiciens devaient réfléchir à toutes les gammes et tous les instruments possibles avant de composer une œuvre, il ne leur resterait plus assez de temps ni d'énergie pour produire des œuvres, du moins pas en aussi grand nombre que lorsqu'ils opèrent une grande partie des choix de manière inconsciente. Quand nous faisons une analyse approfondie de l'évolution d'une œuvre à travers ses différentes ébauches ou esquisses, comme en font parfois les critiques et historiens d'art, nous explorons le domaine des choix conscients de l'artiste, des possibilités qu'il a envisagées plus ou moins consciemment. Cette évolution de l'œuvre met en évidence une infinité de choix que nous pourrions examiner un à un. La résultante de tous ces choix est l'œuvre. Les artistes se décident par rapport à l'organisation au sein de laquelle ils travaillent. Du moins le supposerons-nous à titre d'hypothèse. Ce n'est pas facile à démontrer parce que les artistes ont du mal à énoncer les principes généraux qui guident leur choix, ou même à donner le moindre commencement d'explication. Ils se contentent souvent de déclarations aussi peu éclairantes que « ça sonne mieux comme ça » ou « je crois que c'est bien » ou encore « ça fonctionne ». Cette impuissance à s'expliquer est décourageante pour les chercheurs. Pourtant, tous ceux qui pratiquent un art utilisent des mots dont ils ne pourraient donner le sens exact, mais que tout le monde comprend autour d'eux. Les musiciens de jazz disent qu'une musique swing, les gens de théâtre disent qu'une scène fonctionne. Les uns et les autres seraient bien incapables d'expliquer à un observateur extérieur ce que cela signifie précisément. Et pourtant, tous ceux qui emploient ces termes en font un emploi très sûr et concordant. Envisageons l'éventualité que l'auteur fasse la plupart de ses choix décisifs en se fondant sur des critères aussi indéfinissables et néanmoins infaillibles que ça swing ou ça fonctionne. Le fait que des artistes puissent coopérer en s'en rapportant à des critères et des principes esthétiques aussi flous semble indiquer qu'ils ne se guident pas sur des règles et des définitions formelles. Ils réagissent comme il leur semble que d'autres réagiraient à leur place. Et cette impression, il attire des expériences répétées où ils sont entendus, des gens appliqués, ces critères très vagues à des œuvres précises et dans des conditions précises. Un musicien joue, d'autres lui disent si le morceau a swingé ou non. Il entend une musique, se risque à donner son avis, disant par exemple que ça swing. Il constate que les autres partagent son opinion, ou ne la partagent pas. En accumulant les expériences de ce genre, il découvre ce que signifie ce critère et apprend à l'utiliser de la même manière que les autres.